Côte d'Ivoire se dote d'un cadre juridique pour la protection des réfugiés et demandeurs d'asile. Une rencontre a été initiée pour valider l'avant-projet de loi d'asile en Côte d'Ivoire. C'était à Grand-Bassam, on en parle dans ce journal. Grossesse en milieu scolaire, plus de 5000 cas enregistrés entre 2013 et 2015. Des chiffres en baisse, mais toujours alarmants. Pour en déterminer les causes, le ministère de l'Éducation nationale a réalisé une étude. Et puis près de 30 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda. Les victimes sont des membres d'une équipe de football et des supporters. Seulement 15 personnes ont été secourues. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. On part tout de suite pour Grand-Bassam pour démarrer ce journal. Une rencontre a eu lieu dans la cité balnéaire à l'initiative du Sahara, le service d'aide d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR au commissariat aux réfugiés. Il était question d'élaborer un cadre juridique pour la protection des réfugiés et demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire. Herman Niamia. Bien qu'ayant accueilli au début des années 1990 près de 400 000 réfugiés du Libéria et environ 450 000 réfugiés de la Sierra Leone suite aux guerres civiles qu'ont connues ces pays et d'autres réfugiés provenant de divers pays, la Côte d'Ivoire ne s'est pas dotée de lois codifiées définissant l'asile à l'instar de plusieurs pays dans le monde. Pour combler cette insuffisance, les institutions concernées ont décidé de trouver un cadre de rencontres, d'échanges et de réflexions sur l'avant-projet de la loi d'asile. Depuis cette ratification des différentes conventions, la Côte d'Ivoire n'a pas encore mis en place un cadre juridique interne favorisant cette protection. Et comme vous le savez, la dernière constitution de la Côte d'Ivoire consacre le droit à cette protection internationale. Donc pour aller vite, il est apparu nécessaire de mettre en place ce cadre juridique interne. Pendant 2 jours, entre séances plénières et travaux en commission, le Sahara, le HCR et les acteurs du secteur ont passé au peigne fin le dispositif juridique relatif à la protection des réfugiés et le renforcement des mécanismes de protection du droit d'asile conformément aux normes internationales de base. C'est un des rares pays qui l'a inclus déjà dans sa constitution. Donc c'est déjà un grand pas. Je pense qu'actuellement, si on doit dire, 90% du chemin est déjà fait. Il nous reste ces 10%-là et nous espérons les avoir, achever ces 10% au travers de cet atelier. L'asile est défini comme la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. L'asile comprend la protection, l'assistance et les statuts accordés par les autorités d'un pays à des personnes ayant la qualité de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre. La Commission électorale indépendante CEI informe la communauté nationale que lors de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016, dans la circonscription électorale numéro 034, Bedi, Goazon, Kaadé et Nizao, commune et sous-préfecture, et Guiglo, sous-préfecture, il a été enregistré une égalité parfaite de suffrage exprimée entre les candidats M. Guéhi Dessoloué Léonard, indépendant, et Sar Boué Marius Mélène Degbayoua, RHDP, arrivé en tête. Par conséquent, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le scrutin sera repris dans cette circonscription le jeudi 29 décembre 2016. Le scrutin sera ouvert donc à 8h et clos à 18h. La campagne électorale démarre le mardi 27 décembre 2016 à 1h et prendra fin le mercredi 28 décembre 2016 à minuit. Elle invite par conséquent toutes les parties concernés à prendre toutes les dispositions utiles pour la bonne tenue de cette élection. Et c'est signé Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. Fin d'année heureuse pour les femmes de Sokorodougou et Ferré-Fougoula. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité leur a offert des moulins, des décortiqueuses et également des groupes électrogènes, de quoi en tout cas développer leurs activités et les mettre à l'abri du besoin. Compte rendu, Cita Soro.
Sokorodougou et Ferefungula, deux localités situées dans le département d'Odiéné, viennent de bénéficier chacune d'un moulin, d'une broyeuse, d'une décortiqueuse et d'un groupe électrogène. Ce don est celui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une action qui vise à renforcer la cohésion sociale et surtout à contribuer au développement de ces deux villages. Ce geste qui va leur permettre, de sortir de la pénibilité du travail, mais surtout c'est un geste qui va permettre à ces femmes-là de cultiver davantage la paix et la cohésion sociale dans leur région d'origine. La ministre Mariatou Koné a insisté sur le fait qu'il ne doit pas avoir de discrimination car ces moulins sont à la disposition de tous et doivent être utilisés par tous sans distinction d'ethnie, de religion, encore moins d'appartenance politique. Elle a également appelé les populations à être solidaires, la solidarité n'étant pas seulement le fait de l'État. Les populations des deux villages ont marqué leur reconnaissance à la ministre et promis d'en faire bon usage. Cette cérémonie de remise de dons se situe dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée tous les 20 décembre. Retour à Abidjan, de la joie également à Yopougon Banco 2 où les associations de femmes ont initié une journée dédiée à la femme ménagère. Invitée spéciale, la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, a encouragé ses filleuls à initier et développer des activités génératrices de revenus afin de s'assurer une autonomie financière. Michel Digré. Madame Henriette Konan-Bédié à Yopougon pour communier avec les femmes ménagères du quartier Banco 2. Une visite pour célébrer les valeurs de partage et de solidarité en cette fin d'année. Plusieurs dons sont faits aux associations de femmes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Madame Bédié les a par ailleurs invités à s'investir dans toutes les actions en faveur de la cohésion sociale, l'une des missions que s'est assignée l'ONG Atou, initiatrice de cette cérémonie. C'est une journée pour célébrer le social, le partage, la cohésion. Et donc l'invité spécial, c'est Madame Bédié, qui est une femme de grand cœur. Parce que le partage, le social sont des valeurs défendues par Madame Bédié. Donc nous avons voulu lui rendre hommage à travers les jeunes, les femmes, les guides religieux, les chefs traditionnels, pour lui dire merci. Madame Henriette Konan-Bédié promet pour 2017 intensifier ses actions sociales à Yopougon pour donner le sourire aux couches les plus vulnérables de cette commune. Et on parle santé à présent, journée scientifique sur les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligée, des pathologies qui, selon l'OMS, font plus d'1 million de décès chaque année. Une première organisée en Côte d'Ivoire par l'Institut national de la santé publique. C'était l'occasion d'informer le grand public sur ces pathologies. C'est ce que nous dit Pagasoro Okone. Le paludisme, la dengue, la lèpre, la fièvre jaune, l'onchocercose, des maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées. Elles sont causées par des parasites transmis par des insectes vecteurs. Selon l'OMS, plus d'1 million de décès dans le monde chaque année sont dus à ces maladies à transmission vectorielle. Une situation qui inquiète l'Institut national de la santé publique. Une journée scientifique alors en vue de contribuer à la lutte contre le paludisme, les arboviroses et la trypanosomose humaine africaine en Côte d'Ivoire. Plusieurs travaux de recherche sont menés dans cet institut, dans plusieurs sites, mais ces résultats ne sont pas toujours connus du grand public. Et en plus, ce sont des résultats qui touchent des maladies d'un type particulier. Donc il était temps de pouvoir valoriser les résultats de ces travaux de recherche. À l'issue de cette journée scientifique, partenaires techniques et financiers, étudiants, enseignants, chercheurs et chercheurs se disent satisfaits. De plus en plus, ces maladies-là refont surface. Donc, je crois que cette initiative-là est l'occasion où on présente les résultats pour attirer l'attention des décideurs, pour dire que bon, ces maladies-là, certes, elles sont négligées, mais elles tuent à petit feu. C'est une bonne initiative pour l'Institut national de santé publique d'organiser une journée scientifique par rapport à un groupe de recherche. Ça permet de faire vraiment connaître les travaux qui sont menés ici à l'Institut et hors de l'Institut. Les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées selon l'OMS touchent les populations les plus pauvres des pays d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique latine et des États insulaires du Pacifique où l'accès aux soins de santé est inexistant ou limité. Et on reste dans l'enceinte de l'INSP pour évoquer cette fois la 4e édition du don d'insuline et de lecteurs de glycémie aux enfants diabétiques. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique entend ainsi accentuer sa lutte contre ce mal qui n'épargne personne. La cérémonie de remise a été suivie pour vous par Chantal Akandon. Ce sont 50 enfants diabétiques qui ont reçu des insulines et des lecteurs de glycémie au cours de cette cérémonie de remise de dons. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. On est très content que quelqu'un se soucie de notre état parce que c'est pas facile. Le fait de recevoir des bandelettes, tout ça, parce que c'est cher. Donc se dire que quelqu'un se soucie de nous pour nous aider financièrement et émotionnellement, ça fait plaisir. Sentir aimé, ça fait plaisir. À travers ce don, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, en cette période de fin d'année, veut soulager un tant soit peu ces malades et leurs familles. Ça s'inscrit un peu dans nos objectifs, c'est-à-dire offrir de temps en temps de l'insuline et des lecteurs aux enfants parce que l'insuline égale la vie. C'est notre souffle de vie. Imagine qu'on passe une journée sans faire d'injection. On va se retrouver en une situation d'hyperglycémie et ça, c'est un peu le coma. Pour nous, c'est le plus gros cadeau en fait. Cette cérémonie de don d'insuline et des lecteurs de glycémie est à sa 4e édition. L'objectif de l'ASFED est de militer pour le bien-être socio-médical des enfants et des femmes enceintes atteints du diabète. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète à travers le pays est également au nombre de leurs activités. Un nouveau curé pour la paroisse Saint-Mathias de Yopougon. La cérémonie d'installation et de prise de possession canonique a donné lieu à une belle fête. Les échos avec Herman Niamia. Un culte d'action de grâce à l'honneur du Tout-Puissant pour ses bienfaits à l'endroit des fidèles du temple Shiloh de l'église Sema paroisse Yopougon en camp militaire. Ces fidèles expriment également leur reconnaissance au Seigneur pour avoir permis la finition des travaux de leur paroisse, un projet qui a démarré depuis 1991. Pendant ces 25 ans de travaux, chaque fidèle a apporté sa contribution et aujourd'hui le résultat est là, une bâtisse neuve et moderne pour louer davantage le Seigneur. L'inauguration de ce temple a mobilisé de milliers de fidèles chrétiens, des dignitaires de l'église Sema, des personnalités dont le parrain, le ministre Bekre Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le surintendant révérend Conan Florent a dans la prière inaugurale invité les fidèles chrétiens à l'amour du prochain, à la culture du pardon et à être des ambassadeurs de la paix. Le guide religieux a également demandé à l'assistance de faire le partage et la solidarité des valeurs cardinales de leur quotidien, bref, à être des modèles de Jésus-Christ. Le ministre Bekre Mambé, parrain de cette cérémonie, salue l'esprit de solidarité et de dévouement qui règne au sein de l'église Sema. Il a également exhorté les fidèles et les guides religieux à poursuivre les prières pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Car pour lui, la réalisation de tous les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, passe par une paix et un soutien spirituel des religieux. De nombreux dons ont été faits au cours de ce culte. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il s'agissait plutôt de la cérémonie d'inauguration de la paroisse Shiloh de l'église Sema de Yopougon, camp militaire. C'était un commentaire signé Kwasi Mamadou. Je vous le disais tantôt, un nouveau curé pour la paroisse de Saint-Mathias de Yopougon. La cérémonie d'installation et de prise de possession canonique a donné lieu à une belle fête que nous allons maintenant suivre. Le commentaire est de Herman Liamia. Jeunes, vieux et enfants ont effectué massivement le déplacement pour assister à la messe d'installation et de prise de possession canonique du nouveau curé de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba de Yopougon. C'est par des chants et cris de joie que le père Thierry Michel Mobio a été accueilli par des paroissiens visiblement heureux. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Yedo, vicaire général du diocèse, représentant Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon, a demandé à l'ensemble des paroissiens de soutenir leur nouveau curé afin que sa mission soit une réussite. Quant au père Thierry Mobio, il s'est engagé à servir Dieu selon les prescriptions divines.
Ma force, c'est d'abord les chrétiens, ensuite le Seigneur Jésus-Christ et l'équipe presbytérale. Nous pensons que nous pouvons réussir parce que si nous travaillons dans cette sincérité avec le Seigneur, Dieu nous soutient, Dieu nous aide. Et je crois qu'avec Dieu, on gagne toujours. Monseigneur Bruno Yedo n'a pas manqué au cours de cette messe de rappeler au nouveau père curé les attributs qui lui sont dévolus en tant que premier responsable de la paroisse. Installé, il devra diriger cette paroisse pour 3 ans renouvelables une seule fois. Notons que le père Thierry Mobio a été ordonné prêtre en janvier 2007. Il a servi dans les paroisses Saint-Pierre de Jacquesville, Immaculée Conception de Dabou, Saint-Paul de Kbas, Notre-Dame de l'Annonciation Nouveau-Quartier et Saint-Joseph époux de Vieille-Cloche avant d'être nommé curé à Saint-Mathias Kalimba Moumba de Toubouati. Il est le 3e curé de cette paroisse, jeune de 6 ans. Plus de 3000 cas de grossesse enregistrés en Côte d'Ivoire en milieu scolaire pour l'année 2015-2016. Le chiffre a certes baissé, mais demeure alarmant. Le ministère de l'Éducation nationale a réalisé une étude pour en déterminer les causes. À noter que les résultats montrent des facteurs différents d'une ville à une autre. Et on retrouve Herman Niamia. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Rien que l'année scolaire 2012-2013, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés dans l'ensemble des établissements scolaires, dont 1137 au primaire et 3939 au secondaire. Et l'âge des concernés varie entre 13 et 17 ans. C'est donc pour comprendre les causes réelles de ce phénomène qui est à l'origine de l'échec scolaire de la plupart des jeunes filles que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, a diligenté une étude dans les zones les plus touchées, Bondoukou, Daloa, Yamsoukro et la Draine Abidjan 4. Cette étude, conduite par le professeur Francis Akindes de la chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a révélé que les causes diverses d'une région à une autre. Il y a des facteurs qui sont transversaux, mais il y a aussi également des facteurs spécifiques aux localités qui expliquent les situations de grossesse précoce. Ce n'est pas forcément un problème de pauvreté qui est à la base des grossesses précoces en milieu scolaire. Parfois, le goût de consommation des élèves, leur envie d'investir dans les jeux de séduction, ce qui amène à consommer des produits de soins corporels, lesquels produits de soins corporels sont financés par des gens qui les amènent à négocier une sexualité à risque. De 5076 cas de grossesse sur la période 2012-2013, le nombre de grossesses a connu une baisse de 2013 à 2015 avec 3070 cas grâce aux nombreuses campagnes initiées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais d'autres actions seront encore menées pour réduire considérablement les grossesses en milieu scolaire, selon Cabran Soumou, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Après la présentation qui a été faite aujourd'hui, il serait bien que nous invitions d'autres ministères qui vont nous permettre donc, de faire une appropriation commune afin donc d'aborder la question donc, des grossesses-là de façon plus efficace. L'une des causes des grossesses précoces en milieu scolaire, selon le rapport, est l'absence de communication liée à la sexualité entre parents et enfants. C'est pourquoi le professeur Akindes invite les parents à mettre fin aux barrières en favorisant ce type d'échange avec les enfants. Une nouvelle compagnie de transport dans la région du Tchologo, vous le voyez en image, il est désormais donc possible de rallier Abidjan Ferkessédougou via une ligne directe. Les premiers cars de cette compagnie ont été officiellement présentés ce lundi par les cadres de la région. La mise en service de ces cars intervient à 3 jours seulement du Tchologo Festival qui va se tenir à Kong. Ce sera du 29 décembre prochain au 1er janvier 2017. Dans le domaine de l'agriculture, les conseillers en formation et en orientation formés par le Programme national de formation aux métiers ruraux, chargés d'assurer la formation dans les villages, ils ont été instruits sur les techniques d'éveil de l'esprit d'entrepreneuriat. Issaïo. Une formation qualifiante émanant des jeunes ruraux destinée à remplacer la population vieillissante restée insatisfaite dans le domaine agricole. Pour pallier ce déficit,
Un projet expérimental des centres des métiers ruraux est mis en place. Il vise à concevoir un système non formel de formation initiale en agriculture et aux métiers ruraux et de permettre la formation d'exploitants agricoles. Il est question maintenant de chercher à insérer ces personnes que nous avons formées. Mais les insérer comment? Il faudrait qu'ils aient une idée d'activité à mener. Et c'est à partir de cette idée d'activité à mener que nous allons les orienter, les aider à ficeler cette idée afin de pouvoir mettre ça sur pied, de telle sorte qu'après la formation, non seulement ça leur profite, mais ça profite aussi à l'économie du village, donc à l'économie rurale. Le milieu rural est un milieu qu'il faut transformer, il faut que nos paysans deviennent des professionnels au niveau de l'agriculture. Et donc c'est un module qui permettra à ces orientations, à ces conseillers d'orientation d'implémenter l'entrepreneuriat en milieu agricole de sorte que nos exploitants soient autonomes dans leur gestion. Il était important que nous donnions les outils à nos conseillers, les techniques pour voir comment éveiller l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, chez les femmes, chez les producteurs, voir comment ils peuvent monter des projets, comment ils peuvent les conduire, comment ils peuvent les évaluer, comment ils peuvent faire un plan d'affaires. 16 conseillers en formation et en orientation professionnelle en milieu rural ont bénéficié du renforcement des capacités. La mise en œuvre de ce projet s'est déroulée en 3 phases. La première de 1995 à 2002, la deuxième de 2004 à 2007 et la troisième de 2007 à 2015. Direction la région de Mans où la production du binôme café-cacao se porte plutôt bien. Toutefois, quelques réglages à faire pour venir à bout du non-respect des consignes données aux producteurs. Ajoutez à cela le très mauvais état des routes. Eugène Atoubé. Entre montagnes et forêts sur des routes difficiles, les agents du Conseil du café et du cacao vont à la rencontre des producteurs dont ils ont en charge l'encadrement. Nombreux sont ces producteurs dans la région de Biancouma à rencontrer des difficultés dans la commercialisation de leur cacao. Beaucoup encore ne voient pas l'intérêt d'intégrer une coopérative, malgré la multiplication des tournées d'information et de sensibilisation. On souffre à cause de la route, c'est à cause de ça, nous, on n'a pas une association comme coopérative. On va essayer pour s'associer. Ceux qui sont adhérés à la coopérative même là, pour évacuer les produits, on a des problèmes. Ça se fait que des autres planteurs là, pour adhérer, ils ont des problèmes. Parce que quand tu es dans la coopérative, tu n'as pas droit à vendre à un autre acheteur. Donc ça se fait que beaucoup ne voulaient pas adhérer à la coopérative. Une vaste campagne pour sensibiliser les paysans qui évoluent en solitaire est menée par la délégation régionale du Conseil du café cacao de Mans, en tête le délégué régional lui-même. D'autant que les producteurs réclament rarement leur ticket d'achat, ce qui leur cause d'énormes préjudices. C'est le reçu d'achat qui permet au Conseil café cacao de savoir le nombre de producteurs dans une zone bien donnée et de connaître aussi la production qui sort d'une localité bien précise. Voilà, c'est en fonction de cela que le gouvernement, le Conseil café cacao prend des mesures si on doit faire des reprofilages de routes ou bien si on doit construire des centres de santé ou donner une ambulance à des localités. Il faut que le paysan comprenne que le ticket d'achat, notamment le reçu, est très important, non seulement pour lui-même, pour le Conseil du café cacao et pour sa localité. Vous êtes dans une localité, c'est le reçu d'achat qui fait de vous un producteur. Et c'est le reçu d'achat qui permet au Conseil du café cacao de savoir que votre localité est productrice de cacao. Et c'est le reçu d'achat qui permet également aux agents du Conseil du café cacao de s'assurer que le prix est respecté. Il reste que le véritable problème de fond, c'est celui des pistes de desserte dans la région du Tonkoui. Un véritable calvaire qui annihile les efforts des producteurs dans cette région où, ces 3 dernières années, le cacao produit est de plus en plus de qualité. Quand il n'y a pas de route, donc les acheteurs ils ont peur de rentrer dans les coins pour aller peser cacao. Voilà. Même quand on va cabosser après-demain, même pour enlever là, pour mettre dans le camion et puis vont aller déposer ça au campement, c'est un problème. Il faut qu'on va charger nous-mêmes, charger sur la tête pour amener au campement. Chaque année, le fonds d'investissement en milieu rural fait des efforts pour le reprofilage. Les besoins sont énormes, mais le Conseil du café cacao fait toujours des efforts pour améliorer
progressivement leurs conditions de vie, notamment l'accès aux zones de production. Avec 32 000 tonnes de cacao commercialisées en 2015, la délégation régionale du Conseil du café cacao demande table sur 40 000 tonnes à la fin de cette campagne 2016. Elle œuvre dans ce sens malgré tout pour, à terme, donner à la région du Tonkoui le titre de nouvelle boucle du cacao. Gestion durable des forêts et conservation des ressources naturelles. Le premier projet RED+ vient d'être lancé dans la région de Lamé, un projet de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, un projet qui à long terme devrait assurer un mieux-être aux populations de Lamé. Jean-Jacques Kwamiala. Préservation des ressources forestières est la bataille que mène le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a lancé le premier projet pilote de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts RED+, dans la région de Lamé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, région qui comprend les départements d'Adzopé, Akupé et Alépé. Le projet pilote RED+ de la région de Lamé est financé par le C2D et l'AFD à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Donc, il consiste à un soutien au développement des populations riveraines des forêts classées de Mabi et de Yaya. L'appel est lancé aux populations riveraines des forêts classées de poser des bonnes actions en faveur de leur environnement et surtout que ce projet va améliorer leurs conditions de vie. L'innovation, ce sont les incitations qu'on appelle PSE, incitations financières qui seront données donc aux populations pour leur permettre de reboiser. Vous reboisez, vous aurez de l'argent. Et vous aurez également de l'argent pour surveiller ces forêts-là, ces arbres-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité. Et ces arbres vont permettre de réduire la pauvreté. Une visite de la société agro-piscicole d'une superficie de 600 hectares de forêt dans la région de Lamé a permis à la délégation de découvrir un modèle de gestion rationnelle et durable de forêt. La SODEFOR à la rencontre des populations riveraines de la forêt classée de Koni, elles ont été sommées de quitter les lieux. Notez que déjà 4 500 hectares de cette forêt ont été détruits. On retrouve Eugène Atoubé. 7 jours et pas un de plus. C'est le délai que la SODEFOR donne aux occupants et aux populations riveraines de la forêt classée de Kani Bandaman Rouge. C'est une décision prise à l'issue de la rencontre de Bielou, village de la sous-préfecture de Sarala, la 4e sur la question. Le déguerpissement concerne près de 800 personnes, autochtones, allochtones et allogènes, en majorité des agriculteurs et éleveurs. Toutes les forces publiques vont s'associer pour venir entrer dans la forêt, détruire les plantations de cacaoyers, les jeunes plantations dans le quartier. S'il y a le coton, on va les détruire. Les campements qui sont à l'intérieur, comme les campements qui sont dehors, où les gens restent pour aller défricher, on va les détruire. Plus de bœufs dans la forêt, plus de pâturage dans la forêt. C'est en 2002, à la faveur de la crise ivoirienne, que ces clandestins se sont introduits dans la forêt classée de Kani Bandaman Rouge, en sa partie est, une forêt classée contiguë aux ranchs de la Maraoué. Ils y ont créé de vastes plantations de cacao et d'anacarde. Conséquence, 4 500 hectares de cette forêt ont été détruites. Il faut que tout le monde accepte, nous, éleveurs, on est d'accord pour sortir de la forêt classée. Nous voudrons demander plus particulièrement à notre communauté de respecter les mesures gouvernementales. Cette action de déguerpissement tient de la nécessité pour la Côte d'Ivoire de maintenir et entretenir le couvert forestier et de la lutte contre le changement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurisation des forêts ivoiriennes, dont la gestion est confiée à la SODEFOR, Société de développement des forêts. Quelles sont les nouvelles mesures en vigueur dans le secteur des marchés publics ivoiriens? Comment lire et comprendre un dossier d'appel d'offres? Autant de questions au cœur des échanges lors d'une rencontre des membres de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Objectif, plus d'efficacité sur le terrain. C'est à Soro pour en savoir davantage. Le secteur du livre en Côte d'Ivoire est parfois soumis à des appels d'offres de la part de l'État.
N'étant pas toujours compétitif ou apte à postuler à ces appels d'offres, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, a organisé un atelier de formation des éditeurs et au-delà de tous les professionnels du livre, avec pour thème « Éditeurs et professionnels du livre de Côte d'Ivoire face aux défis nouveaux des marchés publics ». Dans le secteur scolaire, il nous arrive d'être confrontés à des appels d'offres, aussi bien nationaux qu'internationaux. Nous avons constaté qu'au moment donc de la proclamation des résultats, généralement c'est toute une suspicion qui accompagne ce processus-là, de sorte à ce que cela crée d'énormes tensions. Et le constat était que tout cela est fait peut-être par manque de formation, par manque d'information, simplement par ignorance. De ce fait, un certain nombre d'éléments sont à prendre en compte pour postuler à un appel d'offres. L'entreprise qui va postuler pour les manuels scolaires, bien entendu, il faut qu'elle soit un professionnel du secteur de l'édition ou de l'imprimerie. Et donc, il faut en rapporter la preuve, notamment au regard du registre de commerce qu'elle présente. Et également, il faut l'expérience de ce qu'on a par ailleurs fait de telles réalisations. Après 3 jours de formation, les apprenants se disent édifiés et aptes à affronter le marché. Nous partons d'ici avec la ferme résolution, j'allais dire, de participer au prochain appel d'offres publics en matière d'ouvrages scolaires en Côte d'Ivoire. Éditeurs, libraires et distributeurs, tous ont pris part à cette formation. Hors de chez nous et en images, en République démocratique du Congo, le bilan des affrontements de jeudi et vendredi dernier dans le sud est passé à 49 morts. Les forces de l'ordre et un groupe insurrectionnel se sont affrontés. Le bilan des arrestations est aussi passé de 52 à 185 miliciens capturés à la suite des opérations de sécurité, des opérations qui se poursuivent particulièrement dans la capitale Kananga où les violences ont eu lieu. Et puis, près de 30 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau sur le lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda. Les victimes sont des membres d'une équipe de football et des supporters. Seulement 15 personnes ont pu être sauvées. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 6h30.